qui nous amenait à faire de l'urbanisme tous les deux, c'était qu'on voulait fabriquer la ville avec les habitants. Et finalement, on s'est rendu compte que dans nos études, on ne nous apprenait pas à fabriquer la ville avec les habitants. On nous apprenait à faire à la place des gens, faire pour les gens, croire qu'on faisait pour les gens, et qu'on ne se retrouvait pas là-dedans. Du coup, on avait envie d'aller voir des gens qui faisaient concrètement. Et du coup, on songeait à ces collectifs d'architectes qu'on avait pu voir. Moi, j'avais un peu travaillé avec eux, à des groupes d'habitants qui défendent ou améliorent leur cadre de vie. Et du coup, on est parti comme ça sur les routes de France. Durant notre tour, en fait, on a redécouvert un peu une notion qui est un peu oubliée en France, mais qui est très très forte en Amérique du Sud et dans quelques endroits en Europe. C'est la notion du droit à la ville, donc, qui est vraiment réappropriée dans plein de pays, qui a été développée par Henri Lefebvre en 67-68, et qui définit ce droit à la ville comme une forme supérieure des droits à la liberté. C'est-à-dire c'est le droit pour tous d'avoir accès aux services, aux possibilités qu'offre l'ensemble de la ville, mais aussi le droit à la centralité. Parce qu'aujourd'hui, la ville, elle exclut. C'est-à-dire que les gens qui ont droit à habiter dans la centralité, c'est les gens qui ont de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont cantonnés à aller à l'extérieur de la ville au plus loin possible. Du coup, c'est un droit justement à l'accès à cette centralité, mais aussi c'est le droit à l'appropriation, au droit d'usage, contre le droit de propriété, et le droit de produire surtout collectivement la ville, en recréant des espaces où on agit et on s'organise collectivement. Le paysage de la manière dont se fait la ville en France, pour nous, de notre point de vue, il est très négatif. Mais parce qu'en fait, derrière, il y a des espoirs. Il y a d'autres manières de faire les choses qui existent. Et en France, elles sont minoritaires, mais en fait, dans d'autres pays, elles sont largement majoritaires. Et en fait, à l'échelle du monde entier, la majorité de la production de l'habitat, elle ne se fait pas comme ça. Elle se fait par les habitants eux-mêmes, en autoconstruction. Des fois, comme on disait, c'est dans les lieux finalement les moins pensés pour les habitants que les habitants se les approprient s'approprient le mieux ces espaces, quoi. Donc on a voyagé pendant 7 mois et demi. Sur cette carte, on n'a pas tout fait à vélo, je vous rassure. On a pris quelques fois le train, mais ça représente donc 7 mois et demi de voyage, 5000 km, et puis plus de 130 rencontres de gens avec des profils très divers. On est dans un quartier tranquille, qui est à 5-10 minutes en vélo du centre. Et c'est donc un café associatif qui s'appelle le Petit Grain, et qui est porté par une association qui s'appelle Yaka Faucon. Donc là, c'est la rue Montfaucon. Et vous voyez, dans cette rue, il y a des bacs à fleurs. Et donc en fait, tout a commencé par une coloc dans cette rue Montfaucon, où comme ils n'avaient pas beaucoup d'espace dans leur coloc, ils ont commencé à faire leurs apéros sur la rue. Comme on va voir, la rue, c'est une petite rue, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et comme ils faisaient leur apéro, ces deux colocs faisaient leur apéro dans la rue, là, ils ont commencé à rencontrer les habitants de la rue, à sympathiser avec eux. Alors ils se sont dit, c'est sympa là, de passer boire un verre de ça, mais si on faisait un truc un peu plus gros. Donc ils ont commencé à organiser une fête de rue. Avant que le printemps des voisins soit aussi connu, même ils le faisaient plusieurs fois par an. Puis à un moment donné, ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose, est-ce qu'on ne peut pas améliorer nos trucs? Du coup, avec une association qui s'appelle Frish and Chip, ils ont décidé de végétaliser leur rue. Donc ils ont eux-mêmes fabriqué les bacs à fleurs qu'on voit, et pas tous les habitants de la rue, mais les volontaires avaient un bac qui leur attribuait. C'est à eux qui sont responsables de ce bac pour l'entretenir, l'arroser, replanter, etc. Et après ils se sont dit, c'est vraiment génial ce truc-là, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et ils ont fait une réunion qui était à destination de l'ensemble du quartier. Alors ils pensaient être une petite dizaine à cette réunion. Finalement ils étaient une petite centaine. Et de cette réunion a émergé l'idée et si on faisait un café de quartier? Alors on ne voit pas très bien, mais en gros là c'est le programme de l'ensemble des activités qui sont proposées. Le café est ouvert du mardi au vendredi, et tous les jours il y a au moins 2 à 3 activités qui sont proposées. Et l'ensemble des activités sont proposées bénévolement et elles sont gratuites, à destination de tout le monde. Et donc ça va de l'atelier pour découvrir Linux, à du tricot, à dégustation de vin, à qu'est-ce qu'il y avait quand j'y étais, des trucs, des petits ateliers de bricolage, dessin avec les enfants, un café des parents. Bref, tout ce que les gens avaient envie de proposer, ça se passe dans le café et ils ont la possibilité. On passe la frontière, on va en Belgique et à Bruxelles.
Donc Parfam, en fait, c'est un parc public géré par une entité qui s'appelle Bruxelles Environnement. Donc, le système institutionnel est un petit peu différent qu'en France, donc je ne vais pas m'étaler. Mais en fait, si ce parc est un peu encaissé, comme on voit sur les photos, c'est que c'est une ancienne emprise ferroviaire qui pendant des années était complètement délaissée, qui était... enfin, la végétation avait repris ses droits, et du coup, de la rue et des ponts, etc., on ne voyait pas ce qui se passait. Du coup, c'était une zone vraiment de trafic d'armes, de prostitution, donc il y avait vraiment... c'était assez chaud. Et du coup, la Bruxelles Environnement a voulu reprendre un peu possession de cet espace-là, et ne voulait pas le faire comme l'ensemble des parcs bruxellois. Là, en fait, ils ont profité d'une biennale de design pour réaménager le parc et créer des équipements. Mais la biennale de design, elle n'est pas comme toutes les biennales en général où il y a un commissariat qui est très select avec des personnes très compétentes dans la culture, etc. Là, c'était des personnes qui s'y connaissaient sur les questions de design, mais aussi des habitants qui étaient dans le jury. Et donc, il y a eu un appel à projet. Il y a un certain nombre de personnes plein de projets qui ont été proposés. Ils en ont retenu 10. Il y avait certaines conditions. La première, c'était que leur idée allait être gardée, mais ils devaient en discuter avec les habitants pour l'améliorer. Donc, il y avait des groupes de travail avant la biennale qui étaient organisés pour affiner le projet. De deux, l'équipement devait être co-animé pendant la biennale avec les habitants. Et de trois, à la fin de la biennale, ce qui était jugé collectivement comme ayant fonctionné restait et devait ensuite être géré à 100% par les habitants. Donc imaginez un parc où il y a des équipements type un potager, pas le banc, je vais plus vite, un poulailler, une table, une grande table, une serre avec, où on peut manger, acheter des produits locaux. Tout ça, c'est géré par des collectifs d'habitants. Aussi, il y a un four à pain. Et là, on est dans le quartier de Molenbeek, à l'est du quartier de Molenbeek, tristement célèbre après les attentats. Donc un quartier assez pauvre, en début de voie de gentrification, mais qui reste très populaire. Et là, on a un parc avec des équipements gérés par les habitants d'un quartier populaire. Les gens là qui habitent ces 4 bâtiments, ils ne sont pas propriétaires, mais ils sont locataires de cet espace-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit que là, il y a une ambiance un peu urbaine qui n'est pas classique là. On sent qu'il y a quelque chose. C'est peint, les bâtiments sont peints, un coup de vélo, il y a des cabanes, il y a des caravanes, il y a des gens qui habitent en camion autour. Il se passe quelque chose de différent. En fait, ici, c'est le principe d'un Miethauser Syndicat, qui est une structure allemande qui a son homologue français qui est en train de se développer, qui s'appelle le CLIP, qui est très très récent, c'est en train de se monter, où en fait le principe c'est que, faire très schématique, c'est qu'il y a le Miethauser Syndicat niveau local, donc là sous-I, il y a une centaine d'autres Miethauser Syndicat un peu partout en Allemagne, qui sont tous indépendants, et il y a un Miethauser Syndicat national. Et en fait ils ont trouvé une faille dans les statuts juridiques équivalents au SARL en France, qui permettait en fait à avoir un ensemble d'habitations antispéculatifs et locatifs. C'est-à-dire que quand on rentre, quand on vient habiter ici, on devient locataire et on devient adhérent du Miethauser Syndicat au niveau local et au niveau national. Le bâtiment il s'organise où en fait c'est en long, il y a 2 entrées par bâtiment. Il y a 3 étages, et donc à chaque entrée, il y a un couloir à droite, un couloir à gauche, et en fait les couloirs c'est comme des colocs. Et là il y a à chaque fois entre 5 et 8 chambres où sont logés des étudiants, des jeunes, des couples, des familles, des personnes à la retraite. Donc chaque coloc en fait est complètement intergénérationnel, et ont tous une grande cuisine et un salon. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très atypique dans la manière dont les gens habitent, parce que des gens de tous âges habitent en coloc, partagent un espace, donc une coloc, mais aussi partagent un ensemble d'espaces, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des espaces communs, il y a une minuterie commune, il y a des laveries communes, il y a une épicerie gérée exclusivement à destination des habitants, il y a un café, il y a un cinéma,
Il y a une bibliothèque. Et quand on voit des roulottes, là, la photo d'après, là, c'est quelque chose qui reste tout le temps Alors les camions, non, les je sais pas s'ils sont toujours, mais les roulottes, là, qu'on va voir. ça fait plusieurs années qu'elles sont là. Ouais. Oui, donc ça fait partie de l'habitat qui... Ouais, même il y a je sais pas si je crois pas qu'il y a une photo, mais il y a une cabane aussi par exemple qui a été une maison en mode cabane. Là, ça. Voilà, celle-là qui a été, vous pouvez mettre plusieurs en fait qui ont été construites aussi. D'accord, oui. En extension. Et ça, pareil, ça reste en permanence. Ouais. Sachant qu'en Allemagne, en Suisse, il y a beaucoup ce mode de roulotte, en fait, qui sont des anciennes cabines de chantier. Parce qu'en France, c'est des Algeco, et là-bas, en Suisse, en Allemagne et dans d'autres pays de l'Est, c'est beaucoup des roulottes en fait. Alors on a été accueillis par Quentin mais qui est en train de partir, mais il y a Rémi, nouvel habitant du plateau. Du coup le plateau de Mille Vaches, vous vous situez à peu près, c'est entre Clermont-Ferrand et Limoges, vraiment au milieu, un peu surélevé. Du coup c'est au croisement de 3 départements, la Creuse, la Corrèze et Audienne. Merci. Et donc c'est le territoire le moins peuplé de France. Donc ça c'est ce que nous on savait avant d'arriver là-bas. Donc il y a Quentin, un ami, qui nous a dit mais venez, il y a des trucs chouettes. Il dit ok. Vraiment sur le plateau, enfin tel que nous on concevait, on n'aurait pas fait un détour, donc on a choisi de commencer par le plateau de Mille Vaches, notre tour. C'est pour ça que sur la carte tout à l'heure il y avait un point au milieu, donc c'est le plateau de Mille Vaches. Et en fait on a pris une grosse claque là-bas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, on pensait arriver dans un territoire désertique. En fait, on s'est retrouvé dans un territoire riche de plein d'initiatives. Et finalement, le monde d'aujourd'hui, enfin le monde de demain qui se construit déjà aujourd'hui, eh ben, il est un peu concentré sur le plateau de Mille Vaches. Ils voulaient vivre autrement, mais ils se sont dit, nous on ne veut pas faire le retour à la terre comme tous ces 68 arts, nous beaucoup se cassent les dents et tout ça. On veut faire autre chose, on veut produire autre chose. Du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait produire? Donc ils ont réfléchi, etc. Ils se sont dit, bon bah, pourquoi pas on ferait une scierie. Du coup ils sont formés, etc. Et puis ils ont cherché un endroit qui pouvait accueillir toute cette bande-là d'une dizaine de personnes et un endroit où ils pouvaient installer leur usine. Et donc là c'est le... Et donc arrivant à Faux-la-Montagne, ils habitaient tous de manière un peu séparée, etc. Et à un moment donné, c'est libéré cette ancienne pharmacie, cet immeuble. Et du coup, habitent ensemble toute cette bande, où en fait c'est un ensemble d'appartements individuels. Donc ils ont tous leur espace, voilà, appartement avec petit salon, cuisine. Et au rez-de-chaussée, la photo qu'on voyait avant, il y a une grande cuisine, une grande bibliothèque et un salon. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ces gens-là, ils ont fondé une scierie, qui je crois doit être dans les photos suivantes. Non. Non, c'est pas grave. Mais ils ont aussi... il y a des problèmes dans les photos. Ils ont fondé une scierie, mais aussi ils ont été à l'initiative d'un certain nombre de choses sur le plateau. Alors pas eux tout seuls, mais avec d'autres gens. Ils ont été à l'initiative de la première télé locale qui s'appelle Télé Mille Vaches, de l'Arban, qui est une société civile, non, société coopérative d'intérêt civil, voilà, merci, qui est en gros un acteur qu'on ne trouve pas en milieu rural, sur l'aménagement du territoire. Donc ça a été fait à l'initiative d'eux, mais avec aussi des élus et d'autres habitants. En gros, l'idée c'est de dire bah, les bailleurs HLM ils viennent pas en milieu rural, encore moins sur le plateau de Mille Vaches. Concevoir collectivement la ville, c'est pas très connu. Et du coup, ils ont créé une structure qui est en capacité de porter ces différents projets en milieu rural. Ils ont aussi un café associatif. Enfin, ils ont créé plein de choses différentes autour de Faux-la-Montagne et sur le plateau. Est-ce que ça exclut pas justement les autochtones? Parce que dans les projets participatifs, on fait soi-disant participer les habitants, alors que bon, peut-être que la majorité des habitants c'est les autochtones. Puis finalement, ils n'ont pas forcément envie de participer aux réunions, on les fait sans eux, et puis ça se passe comme ça. Et ben, par exemple, l'Arban, quand ils font des ateliers d'urbanisme participatif, donc ils en ont fait dans 5 communes, ils font des réunions, des ateliers où
ils font des balades urbaines, etc. pour récolter les avis différents. Mais ils savent qu'ils n'ont pas tout. Du coup, il y a un des membres de l'Arban qui va faire du porte-à-porte et fait des entretiens, entre autres avec les personnes âgées, parce qu'elles ne sont pas forcément aussi en capacité de se déplacer. Et du coup, fait des entretiens d'1 heure, d'1 heure et demie avec les personnes pour aussi récolter leur avis. Et quand ils font leur tambouille avec tous ces avis récoltés, les avis récoltés dans les entretiens ont la même valeur que les avis récoltés lors de la balade urbaine. Il y a plein de choses qui sont essayées pour justement tenter d'ouvrir au maximum un peu toutes les activités aux personnes. Mais c'est sûr que c'est pas un monde idéal non plus. Voilà, comme je viens d'expliquer, il y a des conflits aussi très très forts. Mais voilà, c'est la vie quoi, c'est aussi la vie. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, si on était tous d'accord, on ne serait pas là ce soir.